Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Bonjour tout le monde, content de vous parler sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. J'aime ce que David Jouan a dit, un supplément sur l'épisode des commissions athlétiques. Mais on va être honnête, c'est plutôt une gaffe qu'on répare, surtout la faute de Handsome GF. Mais moi aussi, je devrais être celui qui supervise le tout. Et malheureusement, j'ai oublié d'inclure dans l'épisode une fascinante entrevue avec le professeur Bertrand Hébert. Entrevue qu'on a concoctée il y a plusieurs semaines parce que vous le savez, cet épisode-là a été remis. Et finalement, on a eu l'épisode cette semaine. On a eu notre invité, Louis Laurence, et bien sûr, la légende Gino Brito. Et là, je m'entraînais, puis j'étais là, Colin, il me semble qu'il manque quelque chose. Et en effet, on a oublié d'inclure notre bon ami Bertrand Hébert, dit le professeur. Alors, on s'est dit, éclair de génie de David Jouan, le Casanova des pauvres. Ce que tu dis n'a aucun sens. On s'est dit, tiens, on va ajouter un supplément complètement gratuit. Mais dans le fond, toujours gratuit, nous autres. Eh boy, incroyable. Quel deal du siècle. Alors, sans plus tarder, je vous lance à cette entrevue et à ces anecdotes contées par le professeur Bertrand Hébert sur l'épisode de cette semaine, les commissions athlétiques. Content de retrouver le professeur Bertrand Hébert pour nous parler cette semaine d'anecdotes sur les commissions athlétiques qui opéraient beaucoup dans le passé. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. Il y a quelques États américains qui sont toujours supervisent la lutte avec des commissions athlétiques, entre autres l'État de New York. Par contre, ouais. Bon, il y a le je crois que c'est le Kentucky. PCO a souvent à renouveler sa licence quand ils vont à Louisville. C'est des restes de quand la lutte était un sport pur. Donc, tout comme la boxe était souvent régie par une commission athlétique. Dans beaucoup de provinces ou d'États, ça n'existe plus. Ici au Québec, même dans les années 80, ça s'est transformé de la commission athlétique vers le régie de sécurité dans les sports qui ne supervise plus du tout la lutte professionnelle. Donc, depuis. Mais toi avant de parler de tes anecdotes, est-ce que, comme moi, est-ce que tu penses que c'est complètement ridicule dans notre monde de la lutte? Ben, aujourd'hui, oui. Quand on parle de superviser le contenu du spectacle. Quand on parle, exemple, de l'État de New York, l'État de New York se sert de sa commission athlétique principalement pour s'assurer que tous les gars sont en santé. C'est-à-dire que ils vont faire prendre la pression, ils vont faire peser les lutteurs, ces choses-là. Ils vont s'assurer également dans l'État de New York qu'il va y avoir une ambulance sur place à chacun des spectacles. Ce qui vient parfois, effectivement, dupliquer les coûts du spectacle. Donc, par contre, aujourd'hui, dans la majorité des cas, quand une commission en place, c'est principalement en termes de sécurité. On se souviendra peut-être que Yokozuna, à un moment donné, la WWF insistait beaucoup pour qu'il y ait en cure pour tenter de maigrir parce que dans les États où il y avait des licences,
ils n'arrivaient plus à passer le test de santé. Là. Donc, ça les limitait beaucoup et ça les inquiétait beaucoup et à raison. Donc, pour ce qui est trait du contenu aujourd'hui, je pense que ça serait un peu ridicule. Par contre, effectivement, dans certains États, exemple, c'est interdit de blader. C'est interdit ce genre de choses-là. Là. On met mais souvent, le coût de l'amende est tellement bas que les gens s'en foutent un peu. Je me souviendrai, il y avait eu un combat entre John Moxley et Kenny Omega. Je me souviens plus du nom de l'État où, justement, on avait saigné et ils ont été mis à l'amende puis ils ont été vertement sermonnés par la commission athlétique. Je pense également qu'il y a une commission athlétique là, récemment qui a fait un peu rire d'elle parce que il était offusqué de réaliser que Nyla Rose n'était pas une femme à la naissance, puis que c'était une lutteuse transgenre, et qu'elle avait lutté contre d'autres femmes par la suite, puis qui trouvaient que c'était une compétition qui n'était pas fair, ce qui, en monde de lutte, fait zéro sens. Parce que, bon, c'est une coopération, puis un spectacle. Donc, c'est ça, c'est des dinosaures. Voilà le terme que je cherchais. L'implication des commissions athlétiques, c'est des dinosaures. C'est parce que ça vient de l'origine de la lutte qui était vue puis présentée comme un sport pur. Donc, on voulait que ça soit au même niveau que la boxe. On sentait que la boxe, parfois aussi, c'était un peu boboche. Bien souvent, les commissions athlétiques, et c'est pour ça que Vince McMahon a voulu s'en débarrasser dans bien des cas, c'est que il collectait la taxe, puis c'est tout ce qu'il voulait, avec un minimum d'intervention, ou parfois, parce qu'il collectait la taxe, il voulait mettre beaucoup trop d'emphase sur leur mandat. Leur mandat pour prendre le contrôle du spectacle ou empêcher le spectacle. À Montréal, entre autres, durant longtemps, la WWF devait utiliser les arbitres de la Commission athlétique de Montréal. Donc, au Forum, on avait des arbitres du Québec, bien souvent, accrédités par la Commission athlétique ou la Régie de sécurité dans les sports. Pat détestait avoir à gérer les commissions parce que souvent, ça se présentait dans les vestiaires avec plein d'amis, alors qu'en principe, il n'y a pas d'outsider dans les vestiaires. Donc, tu sais, c'est ça. C'était des dinosaures. Et, je veux dire, les histoires qui restent aujourd'hui des commissions athlétiques sont souvent des histoires pas très belles. Tu sais, c'est souvent de pas se mêler de ses affaires ou de tenter d'influencer la rivalité entre les promoteurs ou de tenter de donner des avantages à celui qui leur graisse plus la patte que l'autre. Puis bon, c'est un peu comme ça. En fait, à Montréal, la commission athlétique a toujours été présente. D'ailleurs, le championnat international qui est revenu de ses cendres à Slam Anniversary, c'était à la base un championnat qui est le championnat de la fédération majeure au Québec, qui était reconnu comme le championnat du monde ou championnat international par la Commission athlétique de Montréal. C'est pour ça qu'elle a traversé les époques en termes de promotion puis de promoteurs, de pratiquement Eddie Quinn à Dino Bravo. Mais au final, ça demeure que chacune des fédérations était un peu en charge de ses championnats puis de son championnat. C'est simplement que c'était toujours le champion reconnu par la Commission athlétique de Montréal. Une commission athlétique qui, à l'époque de la guerre Grand Prix As de la lutte, avait un parti pris pour les As de la lutte. Oui. C'était le promoteur d'origine avec Johnny Rougeau. Les luttes Grand Prix se retrouvaient un peu entre l'arbre et l'écorce. Le Forum ne voulait pas leur accorder de date au Forum parce qu'il n'y avait pas de permis de la Commission athlétique de Montréal. Mais la Commission athlétique de Montréal leur refusait un permis parce qu'il n'y avait pas de date au Forum de Montréal. C'est pour ça que Grand Prix luttait à l'auditorium de Verdun, parce qu'à cette époque-là, Verdun ne faisait pas partie de Montréal et donc pas partie de la Commission athlétique de Montréal. Ce qui est encore un peu bizarre là-dedans, c'est-à-dire qu'on avait une commission athlétique qui chapeautait la lutte, mais uniquement sur le territoire de la ville de Montréal. Donc, dès qu'on sortait du territoire de la ville de Montréal, il n'y avait plus aucune commission athlétique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va avoir des combats de femmes en province. On n'en aura pas à Montréal longtemps. On n'aura pas de combat de cage à Montréal, mais on va en avoir en province.
parce qu'à Montréal, la commission athlétique refusait les combats de cage et refusait les combats de femmes jusque dans les années 80. En fait, c'est un peu la WWF qui va tordre un bras pour que Wendy Richter, entre autres, puisse lutter au forum. Donc, c'est un peu ça, les commissions athlétiques. Dans bien des cas, ils se contentaient de collecter leurs taxes puis d'avoir un représentant dans les spectacles. Mais dans bien des endroits, on emmenait large, on tentait d'influencer le spectacle, on voulait garder un décorum, on apposait des amendes. Il y a une histoire célèbre où Eddie Creechman a été suspendu par la Commission athlétique de Montréal et les lutteurs avaient menacé de faire la grève s'il n'était pas réinstitué. Tout simplement parce que Eddie Creechman faisait vendre plus de billets. Ouais, Donc, ça influençait le salaire de tout le monde si on n'a pas Creechman avec nous autres. Mais en même temps, ça nous donne jusqu'à quel point Creechman parfois pouvait aller trop loin. Entre autres, dans l'histoire de Grand Prix, quand le Géant Ferré devait affronter Gilles Poisson au Parc Jarry, la commission athlétique a fait toute une histoire au fait que la licence de lutteur du Géant Ferré avait expiré et qu'il ne le laisserait pas lutter au Parc Jarry, même s'il était présent avec Gilles Poisson. Le processus était trop long et qu'on ne pouvait pas lui accorder une nouvelle licence comme ça. Mais le Géant revenait de tourner puis la licence avait expiré. Juste pour faire mal paraître le Grand Prix, on a refusé de renouveler la licence. Encore une fois, le parti pris avec les As de la lutte de Johnny Rougeau qui étaient là depuis longtemps et qui fournissaient non seulement leurs taxes, mais probablement une petite ristourne supplémentaire aux membres de la commission. Les fameuses enveloppes brunes. D'ailleurs, il y a une histoire que nous conte Paul Vachon. Paul Vachon et Joe Leduc avaient de dos avec une chemise de bûcheron. Ça pouvait facilement être mélangé. Les gens ont tendance à facilement mélanger les gens. Et donc, lors d'un gala de boxe, il y a un membre de la commission athlétique qui vient dire à Paul Vachon de ne pas s'inquiéter, de dire à Johnny que Grand Prix n'aurait pas de licence pour faire de la lutte au Forum de Montréal. Alors que c'est Paul Vachon qui essayait d'avoir une licence. Donc, d'ailleurs, c'est une des particularités bien rieuses de la chose, c'est que la Commission athlétique de Montréal refusait qu'un lutteur soit le promoteur. On sait que dans le monde de la lutte, les deux vont souvent de pair. Ouais. Ce qui va expliquer que pour le lutte Grand Prix, Paul Vachon ne va pas lutter à Montréal jamais parce qu'il va être le promoteur avec le permis de promoteur de la Commission athlétique de Montréal. Et du côté de Johnny Rougeau, comme c'est Johnny Rougeau le propriétaire, officiellement, c'est Bob Langevin qui est le promoteur avec la licence. Mais tout le monde sait que la compagnie est à Johnny Rougeau, incluant la commission. Donc, c'est tout ça, on joue sur les mots, qui va donner la plus grosse enveloppe, payer la meilleure licence. Puis, c'est de la politique. Sur quoi on va fermer les yeux, puis sur quoi on ne fermera pas les yeux. On va souvent se servir de la bullshit. Écoute, c'est sûr, là, on va souvent se servir de la commission athlétique comme aussi pour camoufler des histoires. Moi, je me souviens, il y avait un combat de Dino Bravo et Abdullah the Butcher au Forum de Montréal. Et bon, on avait blâmé la commission athlétique pour la suspension des deux lutteurs, puis le fait que le championnat international devenait vacant suite à la violence qui avait eu lieu. Je ne crois pas que c'était une décision officielle, mais souvent on s'en servait de la commission comme le méchant quand il y avait une décision qui ne ferait pas l'affaire des gens. Donc, il y a Mad Dog Lefebvre qui avait été aussi suspendu par la commission athlétique pour avoir frappé un fan. Et souvent, quand quelque chose comme ça va se produire, on essaie de tourner ça en storyline dans l'histoire. Ce qui faisait de la commission athlétique souvent le méchant. Donc, on n'a pas le droit, à Montréal, on n'avait pas le droit de lancer les gens par-dessus la troisième corde. C'était une disqualification automatique. C'était un règlement de la commission athlétique de Montréal. Ce qui expliquait souvent les règlements différents d'une promotion à l'autre. C'est que par-dessus la troisième corde, ça va changer quand le WWF va prendre le contrôle. Parce que, justement, la commission athlétique va se plier aux demandes de spectacle de la WWF, probablement parce que le WWF payait mieux que lutte internationale. La commission athlétique de Montréal refusait également le saut de la troisième corde.
Ben, Donc, voyons donc. ben oui. Les gens qui ont vu Sonny Warcloud contre Macho Man Randy Savage au Forum de Montréal le dimanche après-midi, Sonny qui remplaçait Ivan Putski, Macho Man va sauter de la deuxième corde avec sa descente du coude parce que la commission athlétique refuse à ce moment-là toujours le saut de la troisième corde. C'est une disqualification automatique. Ah ben ouais. Donc, c'est un peu des choses comme ça qui sont imposées à la promotion de lutte pour diverses raisons, bonnes ou moins bonnes. Souvent, tu avais des commissaires qui étaient des anciens lutteurs ou des gens du monde de la lutte, ou tu en avais qui étaient près du monde de la lutte, mais tu en avais aussi qui essayaient de gérer ça comme si c'était un sport pur. Parce que le kayfabe était encore roi et maître. Donc, très peu de gens sont dans le secret complet. Ça serait d'ailleurs une bonne question à poser à Gino. Qui étaient des alliés, qui étaient des ennemis, qui savaient, qui travaillaient avec vous autres et qui vous faisait juste vous mettre des bâtons des roues à chaque fois qu'il y avait une nouvelle histoire. Ouais. Souvent, quand la régie de la sécurité dans les sports va arriver, d'ailleurs, il y a comme une espèce d'opposition entre on met notre pied à terre contre Vince McMahon et la WWF ou on arrête de jouer à l'autruche puis on se dit c'est pas un sport puis on arrête de gérer ça. Là. Mais la bonne nouvelle dans ce temps-là, c'est que Vince venait souvent, c'était plein, alors la ristourne devait être bonne. Et voilà. Show me the money. Show me the money, hein, c'est toujours ça. Souvent, c'est une très bonne question à poser. Longtemps, Omer Marchessault a été le représentant de la commission athlétique lors des spectacles. Omer Marchessault, ancien lutteur, ancien arbitre. Donc, quand c'était dans ces années-là, Omer, c'était un gars de la lutte, donc par conséquent, ça se passait bien d'avoir un représentant de ce type-là. Et étrangement, Grand Prix va obtenir son permis grâce à Jean Béliveau. Donc, Jean Béliveau avait quitté le hockey, était maintenant dans l'organisation Forum et était devenu bon ami avec les frères Vachon via des croisements en voyage sur la route avec le Canadien. Et quand se fait expliquer la situation, que ça prend des dates au Forum pour obtenir le permis de la commission athlétique, Jean Béliveau, qui avait une petite dent apparemment contre Johnny Rougeau, va obtenir les dates aux frères Vachon. Et va, à partir de là, en ayant des dates au Forum, la commission athlétique n'avait plus le choix que d'accorder un permis à Grand Prix pour obtenir des galas de lutte au Forum qui vont entre autres nous donner le combat du siècle là, entre le géant Ferré et Léo Jonathan. Là, la commission Force et d'avouer devait être contente parce qu'à un moment donné, l'île de Grand Prix était tellement forte au Forum que Johnny Rougeau ne faisait plus de spectacle au Forum parce que ça coûtait trop cher. Et le Forum était plein souvent dans les années Grand Prix. Donc, la commission allait chercher sa ristourne. Hein? C'est son pourcentage officiel et non officiel, certainement. Donc, encore une fois, show me the money, c'est souvent là que la loyauté de la commission athlétique se retrouvait. Je me souviens, écoute, tu sais, il y a bien des affaires, je ne me souviens pas, tout comme Ozzy Osbourne. Tout Ozzy Osbourne. Mais combien de fois j'ai vu Pat Patterson en tabaslac? Parce que, des vestiaires au Forum, là, Tu me fais penser au Forum, à l'époque de la WWF, ton époque, c'était Jake Roberts avec le serpent, c'était Coco Beware avec le perroquet, c'était les British Bulldogs avec Matilda. Et bon, le serpent a été longtemps interdit. Le perroquet aussi. Je me souviens que Matilda, elle était venue. Donc, ça faisait toujours un peu bizarre parce qu'il manquait des morceaux du spectacle souvent à Montréal. Exact. Parce que justement, la commission athlétique ne permettait pas ou refusait ou mettait des bâtons dans les roues sous le prétexte du sport pur puis d'éviter les bouffonneries. Sûrement un terme qui était utilisé. Alors que la WWF faisait un virement purement spectacle qui s'est poursuivi à ce jour. Là. Donc, c'est un peu... c'est un peu l'histoire des commissions athlétiques un peu partout. Puis encore aujourd'hui, tu sais,
ça fait suer. C'est plus, bon, ben écoute, ça coûte 50$ par lutteur, donc si TNA vient ou si Impact, All Elite, ou, c'est 50, 100, 200 lutteurs qui doivent redoubler leur licence. C'est des fonds pour la commission athlétique, alors que on s'entend avec surtout la montée du Ultimate Fighting. Il y a de la boxe n'est pas ce qu'elle était dans les années 90 ou 80 aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup moins de galas. C'est une autre chose pour la commission athlétique. Il y avait beaucoup plus de galas de lutte où on pouvait ramasser des fonds que de galas de boxe où on pouvait ramasser des fonds. Donc, c'était une façon de financer cet organisme-là qui était souvent donné, c'est un poste, sans être un poste honorifique, c'était souvent un poste donné à quelqu'un en récompense d'un autre service rendu, parce que c'était un travail relativement simple et, qui permettait justement de ramasser des enveloppes ou des avantages supplémentaires. Donc, tantôt, tu parlais, ben, là, une minute ou deux là, de TNA ou All Elite, ben, ils n'ont pas besoin de permis. Ben, quand ils vont dans un État où on demande des permis, oui. OK, mais pas ici. Pas ici, non, Non, pas ici. OK. Non, okay. Mais il y a des, comme je disais, il y a des États où on doit renouveler sa licence de lutte à toutes les années. Ah, boy. Mais tu sais, une des choses les plus fascinantes que Pat m'avait donné, c'est à faire des scans, c'était toutes ces licences de lutte. Il y avait toutes ces licences des divers États avec les années. Donc, à toutes les années, c'est pour la photo, le vrai nom apparaissait. Puis ça coûtait 25, 30, 50$ à toutes les ans. C'était une façon pour la commission de renouveler. Puis bon, il y avait supposément un test, là, mais dans bien des cas, tu remplissais le formulaire, tu donnais ton 25$, puis tu donnais une carte, puis d'attitude, là. C'était une façon déguisée de ramasser une taxe. Parce qu'au final, dans bien des endroits, surtout si la promotion de lutte était en santé et avait une bonne relation, la commission athlétique ne se mêlait pas de rien, elle faisait juste collecter ses taxes puis d'attitude. À l'exception parfois, quand une lettre arrivait à la commission disant ça n'a pas de bon sens, laisser tel gars faire telle chose à la lutte, blablabla. Là, pour bien paraître, souvent, on a fait une enquête où il y avait des suspensions qui étaient données, question de. Mais des fois, c'était des choses qui étaient aussi travaillées. Si la relation était bonne entre la commission et la compagnie de lutte, on pouvait négocier ces choses-là. Là, il faudrait qu'on fasse de quoi pour notre crédibilité. Puis là, ben, ça fitterait dans l'histoire. Exemple, si quelqu'un partait au Japon, ben, il était suspendu par la commission athlétique. Fait que tout le monde était content. Tu vois, moi, quand j'ai voulu faire l'épisode là-dessus, ça m'est revenu par après. Mais je pensais que c'était unique au Québec dans le temps. Tu sais, des années 80, là, j'étais là. On passe pour des caves. Mais on s'est accroché longtemps au Québec par rapport à ça. Puis la commission était relativement stricte. Donc, les histoires de troisième câble, tout ça, là, c'était quand même des règles contraignantes pour un produit en constante évolution. Mais la majorité des États en ont eu. La WWF a refusé d'aller en Oregon très longtemps parce que la commission athlétique avait des règles tellement strictes de prise de sang et autres pour éclairer les lutteurs qu'elle préférait ne pas aller en Oregon. C'est jusque dans les années 90. Donc, il y avait des commissions qui étaient très strictes, très by the book, puis qui étaient prêtes à ne pas avoir justement cette taxe-là des spectacles de lutte. Puis bon, il y a l'histoire célèbre des années 80 là, de Vince McMahon qui va faire déréglementer la lutte dans l'État du New Jersey, je crois. Et de New York, c'était un spectacle. Ce qui fait que dans ces États-là, la commission athlétique ne va plus se mêler du spectacle ou imposer des suspensions ou des amendes pour le contenu, mais va s'assurer de la sécurité des lutteurs. Pour garder une cote. Oui, mais bon, j'avoue que la règle qui impose d'avoir une ambulance ou des ambulanciers ou un service de santé sur place n'est pas nécessairement une mauvaise règle en soi, à exception du coût. Je sais que nous autres, on avait Marc Le Grizzly ou Marc Pilon avec la NCW à l'époque, qui était un ambulancier de formation qui travaillait dans ce domaine-là. Il nous a été de grande utilité à plusieurs reprises lorsqu'il arrive des petites blessures.
plutôt que d'être en panique ou de devoir appeler l'ambulance ou de ne pas savoir comment stabiliser une blessure. C'est des choses qui vont se produire à la lutte. Donc, ça, en soi, c'est pas une mauvaise règle. Si c'était plus facile de payer ce genre de service-là, c'est sûr que c'est un plus d'avoir ce service d'urgence-là s'il y a un accident arrive. Écoute, Bertrand, c'est fascinant. Fascinant comment des fois tu sais, les choses évoluent et finalement, du bon côté. Alors qu'il devrait évoluer. Écoute, j'imagine comment se sentait Vince McMahon là, quand il se faisait dire quoi faire par la commission ou quoi pas faire. Ah, bah boy! Ah, bah boy! Tantôt, tu parlais de Yokozuna. Oui. Dans le livre que j'ai décortiqué de Earl Hebner, il en parle beaucoup. Entre autres, le nombre de fois où Yokozuna allait à la toilette, puis que le bol cassait et que la porcelaine, il rentrait dans la peau, puis etc., etc. Puis ça m'a donné l'idée d'un épisode sur les mastodontes. Tu sais, vraiment, ceux qui étaient, je sais pas, j'ai peur de dire un poids, mais j'ai peur d'être considéré comme un mastodonte. Mais vu que j'ai perdu 11 livres, je suis pas payé. On va dire 500 en bon temps. Hey, Seigneur, ouais, 500. On va être capable d'en avoir une dizaine? Il faudrait faire des recherches, là, mais bon, il y en a eu beaucoup, là, parce que c'est le même principe qu'on parlait un peu avec Sylvicius, un mastodonte comme ça, que ce soit le géant ferré, que ce soit Yokozuna, ou il y a quelqu'un, un des originaux là, dans ce style-là, c'est Eugene de Blib, ouais. le dirigeable Lévy. Donc, à l'époque, aujourd'hui, on va au Walmart, on envoie 3 des personnes comme ça. Surtout à Plattsburgh. Surtout à Plattsburgh, pour faire des mauvaises blagues. Mais, pourquoi mauvaise blague? C'est vrai. C'est un stéréotype, mais écoute, à chaque fois qu'on y va, forcé d'avouer que c'est ça. Mais à l'époque, voir quelqu'un de 500 livres, c'était impressionnant. Ouais. Et c'était une attraction pour un spectacle de lutte. Ouais. Donc, Yokozuna était une exception là-dedans parce que lui, c'était une personne qui était en plus très, très agile, ce qui redoublait un peu l'attraction de voir une personne de ce poids-là se déplacer à cette vitesse-là puis de faire les mouvements qu'il était capable de faire, du moins à son prime. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Bertrand Hébert, merci beaucoup pour votre temps, votre générosité, toujours bien appréciée. Et au plaisir de se reparler et de faire encore aller chercher vos connaissances. Exactement. Alors là-dessus, je te dis bye-bye, un gros merci, Bert. De rien, à la prochaine. La grande histoire de ma petite vie, l'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Alors voilà, c'est réparé cette erreur. Ben, je dis réparé, j'espère qu'il va nous pardonner. Si vous ne l'entendez pas ou ne le voyez pas sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, c'est que Bertrand Hébert est une personne rancunière. LOL. La semaine prochaine, dans quelques jours, j'ai bien hâte parce que je suis déjà rendu à 3 sur 4 épisodes. Who Killed WCW, WCW? Wow! Je suis vraiment captivé. C'est sûr, je l'ai vécu de loin, mais je travaillais pour eux. Alors, je vous invite la semaine prochaine, dès mardi, à regarder Who Killed WCW. Soyez-y, mesdames, messieurs.